Bonjour et bienvenue pour ce premier direct de la semaine. Aujourd'hui, on va discuter, on va débattre sur la question des intelligences artificielles, des programmes intelligents. D'où ma question, les programmes intelligents vont-ils nous voler notre travail? Bien entendu, c'est un peu exagéré. C'est pour poser un peu un contexte de quelle est la place de ces programmes dans la création et quelle place aussi elles vont prendre par rapport à la place qu'ont déjà les artistes ou les graphistes ou les créateurs. Euh, pour ce faire, j'ai invité donc Alizé, Alizé Armé. Alizée, c'est une artiste chercheuse. Depuis 2018, elle travaille avec un groupe de recherche nommé Neurart qu'elle a créé et dans lequel elle étudie les répercussions esthétiques des réseaux récursifs. Sa pratique artistique s'articule autour de recherches scientifiques qu'elle traduit sous forme d'installations, parfois numériques ou technologiques, parfois avec des matériaux plus traditionnels comme le tissu, qui s'inscrivent en dialogue avec des espaces, qu'ils soient architecturaux et fonctionnels ou naturels. Les écosystèmes de forme sont au cœur de son travail, dans une hybridation entre vivant et technique, mais son travail se situe au-delà d'une confrontation entre la nature et la culture. Elle crée des machines spéculatives, autant pour jouer sur le langage technologique que pour critiquer notre technicité actuelle. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cette présentation? Bonjour, merci pour ton invitation et également à l'association Access Culture Électronique. Par rapport à ta brève présentation, oui, bah, le terme chercheur, ça vient pas de nulle part. C'est que depuis 2021, j'ai obtenu le grade de docteur avec l'Université Pays Basque au sein de, enfin, au sein, dans le département Art et Technologie, qui a donné lieu à une thèse justement sur les pratiques artistiques et comment inclure l'intelligence artificielle, même si personnellement, je préfère dire machine learning que Mhm. l'IA. Et donc, toi, dans ton travail, tu as pas mal expérimenté des programmes qui se rapprochent des programmes intelligents qu'on connaît ou qui étaient un peu des précurseurs de ces programmes-là. Euh, j'ai... Oui et non. Oui, parce que forcément, en tant que... voilà, de par ma pratique créative, j'ai commencé à... Je veux dire, comme tout le monde, on s'interroge sur ces outils. Ça devient de plus en plus récurrent, même de plus important. Donc voilà, entre guillemets, pour pas être bête, j'ai mis la main à la pâte et faire pas mal d'expérimentations, pas mal de bidouilles, comme on dit dans le jargon. Euh, et ensuite, peut-être oui, il y en a un qui a réellement pris part une grosse partie dans une installation qui s'appelait Stade.xml, qui a été créé en 2018 suite à une résidence en Allemagne. Où là, c'était pas tellement dans la création d'images en soi, mais c'était plus dans la connexion neuronale, c'est-à-dire qu'avec un groupe de neuroscientifiques, on a jumelé un casque de réalité virtuelle et un casque neurofeedback. Et en fait, le machine learning a permis ou a facilité la détection entre le côté gauche et le côté droit, ce qui était dans mon cas servait de joystick pour bouger un élément dans leur élément virtuel. Il y en a une, oui, où ça a donné lieu à une image ou un, comment dire, c'était là où j'ai commencé à questionner sur ces jeux de ressemblance, à comment, à partir d'une banque de données, qu'est-ce qu'on peut créer, quel genre d'image on peut créer. Mhm. Mais voilà, ces étapes-là, c'était purement expérimental et dans ma pratique de recherche. Et Puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur le biologique. ouais. Je ne cache pas l'envie, la motivation. Enfin voilà, moi je suis peut-être plus au-delà de ça, voir comment le machine learning Mm. peut être hybridé avec le biologique. Ou par exemple, on a entendu parler des xonobots ou à partir d'éléments
cuisses de grenouille, on arrive à créer des robots et ça en mettant du machine learning, hein. Mm. Ok. Alors pour revenir à ma question un peu putaclic de départ, histoire pas de l'expédier, mais de passer un peu, d'aller un peu plus loin, est-ce que tu penses que les programmes intelligents pourront éventuellement un jour remplacer des métiers tels que des métiers de la création, des métiers d'artistes, de graphistes? Est-ce que tu y crois réellement ou est-ce que le débat serait peut-être un peu ailleurs? Je pense que le débat est tout à fait ailleurs. Déjà, il faudrait... ce serait trop... Comment dire? On peut pas répondre ni par oui ni par non parce que justement, c'est ce en quoi... C'est notre enjeu actuel, surtout en tant qu'artiste, de pas être... Enfin, comment dire? Depuis ma recherche de thésarde et en tant qu'artiste, j'ai cette conviction, même c'est en soi un adage, quand on parle de technologie, il faut qu'on reste le plus neutre possible. C'est-à-dire que si on va vers la case où on est super enthousiaste, tout est beau, tout est joli, c'est très familier ce que je dis, mais c'est ça, on va vers le fantasme. Et si on se décale vers le côté pessimiste, le côté tout noir où ça va nous voler, je veux dire, c'est la catastrophe. Là, on va vers cette espèce de technophobie. Mhm. Donc, il faut divaguer entre les deux à chaque fois, un peu comme une jauge. Donc, je ne peux pas répondre à cette question directement, mais je dirais qu'il faudrait décortiquer mot par mot dans cette phrase. Ouais, c'est-à-dire, mais là, c'est mes années de thèse là qui revient. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par programme, qu'est-ce qu'on Mhm. entend par intelligence, Mhm. et en fait, voilà, voler nos emplois, c'est-à-dire quel regard on a sur ça. Mhm. Bah moi Euh, ouais, bah moi tu vois je voyais, enfin j'écoutais il y a pas longtemps une vidéo de Underscore je crois, enfin présentée par Micode sur YouTube, qui parlait d'extensions qui ont été développées pour ChatGPT, une extension pour Google pour faire une recherche ChatGPT en parallèle de Google, une extension qui permette dans ChatGPT de proposer déjà des prompts déjà fonctionnels pour aller plus vite aussi dans la recherche de prompts. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, Micode, il relevait en fait bon, du coup, cet enthousiasme qu'il y a eu autour de ChatGPT, de cet engouement, mais du coup, qui a été assez fertile et qui a amené à créer du coup de nouveaux outils et qui en fait met en avant le fait que ben, l'arrivée de ces nouveaux outils, certes, elle va raccourcir pas mal de tâches. À mon sens, même, elle va plus nous soutenir que nous remplacer, dans le sens où c'est souvent des tâches laborieuses en fait que ça vient remplacer, mais ça va aussi surtout créer de nouveaux savoir-faire, qui est de savoir parler en fait à ces programmes-là. Moi je vois ChatGPT, il y a pas mal de petites phrases, de petites choses à connaître pour mieux apprendre à l'apprivoiser, parce que sinon ça fait des choses assez didactiques et assez cucu en fait, assez gnangnan. C'est assez naïf en fait comme programme, enfin comme manière de parler. Et puis même pour les générateurs d'images comme Dali, comme Midjourney, je trouve que d'ici confronté, on se rend très vite compte que c'est en fait pas si facile que ça d'aller où on veut, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? pas si facile d'y aller, bah, c'est-à-dire, en fait, ça. Je sais pas comment prendre par quel point prendre. De ce que tu dis, pour moi, c'est que ça questionne qu'est-ce que ça veut dire imiter, qu'est-ce que ça veut dire l'imitation. Euh, Hmm. Même également, enfin, de dire que, effectivement, je reprends tes mots, de dire ce que ça va plus se soutenir que nous supprimer, je suis plus en accord sur ça, ou je dirais même que c'est une relation sociale. Mhm. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais dit lors d'un entretien justement avec un professeur de l'université de Bordeaux, où comment?
Je cherche mes mots en ce moment, c'est horrible. Oui, c'est une relation sociale où c'est plus une idée de coopération. Et là, je reprends les mots de Lyotard où il parlait d'inhumain, je veux dire. Et moi, je mettrais presque le mot à humain en disant que pour certains, c'est un outil, pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais ça enclenche une forme relationnelle de pratique. Euh, C'est-à-dire que, certes, nous, en tant qu'humains, on va pouvoir faire certaines tâches et on va pas pouvoir faire certaines d'autres tâches. Enfin, biologiquement, on est fait comme ça. Et avec ces programmes, ça va pouvoir en faire d'autres. C'est sûr que de par leur code, ça va aller beaucoup plus vite que nous, parce que biologiquement, Mhm. on peut faire que certaines tâches. Alors, je comprends que ça peut faire peur de dire que oui, comme ça va super vite, comme ça résout des problèmes aussi rapidement. Ça peut faire peur, ça peut donner cette idée que ça nous remplace. Mais justement, c'est là où je dirais que c'est là notre richesse, c'est là certainement notre pouvoir en tant qu'humain. C'est que contrairement à ces machines, on a des défauts, on fait des bugs, et c'est justement ces bugs qui nous rendent encore plus humains. Mhm. Et, à travers voilà, ces deux modes de fonctionnement, il y a quelque chose de plus fort qui se passe. Alors, je ne sais plus le nom de cet entretien qui était passé la semaine dernière sur France Culture. Justement, il y avait plusieurs intervenants qui parlaient justement autour de Mhm. ChatGPT. Il y a eu une intervenante, qui est la seule femme d'ailleurs du groupe, qui parlait c'était l'occasion qui faisait l'heure de dire qu'il faut penser à une hybridation relationnelle. Et ce que je suis totalement en accord avec ceci. Et finalement, c'est pour ça que mes premiers mots, ça a été qu'est-ce que c'est imiter et qu'est-ce qu'est Mhm. imitation, parce que finalement, ces codes, euh, finalement, c'est l'opportunité d'avoir un regard sur nous-mêmes, d'avoir un regard sur nous, de dire comment on communique entre nous, comment jusqu'à présent, on crée les choses. Mhm. Ce que je veux dire par là, à travers ces programmes qui régénèrent des images, qui créent, et à travers tous ces mécontentements, il y a eu même j'ai entendu, il y a même des artistes qui ont porté plainte contre l'IA de Midjourney ou de Dali, je ne sais plus lequel, Mhm. parce que soi-disant, ça allait voler leur travail et leur manière de faire. Et c'est là où je me dis, mais est-ce que ces artistes qui se disent artistes, qui produisent ces images, est-ce que finalement, c'est pas eux qui doivent se questionner à l'idée, si je produis des images comme ça qui peuvent être répétées, est-ce que c'est vraiment Oui. créatif ce qu'ils font? Est-ce que c'est pas comme les programmes de la consommation d'images? Mhm. Je pense que ceux qui reproduisent, parce qu'il faut dire, la plupart des images que l'on voit, certes, ça peut être joli comme ça, mais en soi, ça revient, enfin, c'est peut-être cru ce que je veux dire, c'est comme des images commerciales. Il n'y a pas la question d'originalité dans ces images. Mhm. Oui, Donc, ça me questionne sur chose. oui, ça nous renvoie à une idée un peu de recette, quoi. Moi, ça me fait penser ce que tu dis à des pratiques d'artistes, bah, notamment dans l'art contemporain. Moi, je pense par exemple à Noël Dola. Bon, après Noël Dola, il y a quand même une esthétique qui revient, mais Noël Dola, par exemple, c'est un artiste qui a toujours essayé de déjouer un peu les attentes des galeristes. Ou alors, il y avait aussi une artiste peintre qui est professeure à l'école d'art de Cergy. J'ai le nom sur le bout des lèvres, mais je l'ai plus là. Qui fait de la peinture et elle avait été prise pour le prix Marcel Duchamp. Donc elle avait eu le prix. Ouais, je sais plus si elle avait gagné le prix ou si elle avait été sélectionnée, mais en tout cas elle a exposé pour le prix Marcel Duchamp. Donc elle a eu une bourse pour faire ça. Et en fait elle sortait d'une résidence aux États-Unis où elle avait fait des peintures très colorées, très pop. Et en fait, les jurys du prix Marcel Duchamp s'attendaient à ce qu'elle refasse du coup des peintures très colorées, très pop pour justement ce prix. Et en fait, elle n'a pas voulu faire ça du tout. Au contraire, elle voulait pas en fait qu'on s'installe dans une habitude de bah, cet artiste a fait ça. Ce qui d'ailleurs, souvent les artistes qui font ça, apparemment, c'est quand même assez compliqué après pour trouver une galerie ou pour rester dans une galerie, dans le sens où justement beaucoup de galeries seraient plutôt dans une logique marchande de
on, on, on voit que cet artiste fait ça, on identifie en fait une esthétique, un type de pratique pour tel artiste, et puis après il fait des variations, et puis c'est tout. Mais du coup, donc, euh, je l'ai sur le bout des lèvres, hein, son nom. Mais du coup, cette artiste, elle a fait, l'argent qu'on lui a donné, elle s'est acheté une voiture. Elle est allée, je crois, en Auvergne pendant un certain temps. Et en fait, elle voulait faire des peintures de moutons. Donc, elle a passé tout son séjour à chercher des moutons. Et elle est arrivée au centre Pompidou. Je crois que c'est au centre Pompidou qu'il y a l'expo du prix Marcel Duchamp. Donc, elle est arrivée au centre Pompidou avec des grandes peintures de moutons. Genre vraiment vertes avec juste des taches blanches comme ça. Ou des moutons un peu flous. Et apparemment, le jury du prix Marcel Duchamp et les curateurs de l'expo, ils l'avaient un peu mauvaise, quoi. Et elle voulait aussi exposer la bagnole, mais ça, ils ont pas, ça, elle n'a pas réussi. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a déjà en fait, il y a déjà en fait des artistes qui, avant même l'apparition de programmes intelligents qui vont arriver à détecter bah, tel ou tel style, telle ou telle manière de faire pour le reproduire indéfiniment, bah, il y a déjà des artistes pour qui c'est un positionnement presque politique engagé de se dire mais non mais moi j'ai pas envie en fait que toute ma vie un peu comme Daniel Buren qui ne fait que des bandes d'une certaine épaisseur jusqu'à aujourd'hui pendant toute sa vie. C'était un geste qui était très très fort à l'époque et a priori il semblait dire en conférence que lui-même il commençait un peu à s'ennuyer aussi de ça. Sauf que c'est ça qui marche, on l'attend pour ça, on lui donne beaucoup d'argent pour faire ça, donc il est un peu piégé dans son truc quoi. Mm. Voilà, je digresse beaucoup, mais voilà, ça me faisait penser à ça, cette idée voilà, de reproduction et de, de nécessité, pas du renouvellement, mais enfin si, un peu du renouvellement de soi, quoi. Qui est en fait Et une production Oui. de ce qu'est une production. Mhm. Après, à mon sens, il y a quelque chose d'assez naturel quand même dans le fait de se renouveler en soi-même, pas seulement changer le regard qu'on a sur le monde, mais parfois en se décalant un peu soi-même, en changeant de contexte. Ça peut être par le voyage, mais ça peut être d'autres manières, en s'intéressant à tel ou tel type de personne aussi. Enfin, je sais pas, mais je pense qu'il y a des manières de faire évoluer sa pratique aussi en soi-même se déplaçant. Moi, je me rends compte que de beaucoup bouger aussi, ça me fait rencontrer plein de personnes différentes, mais surtout de me confronter à plein de contextes culturels différents. Et, euh, et je pense que c'est important et je pense que ça aide aussi à pas être une machine, quoi, soi-même. Bah, déjà, je te dirais qu'est-ce qu'une machine? Mm. C'est pour ça, ma première question pour répondre à la question du programme, enfin, oui, de cette visio, qu'est-ce qu'un programme? Qu'est-ce qu'une machine? Qu'est-ce qu'un appareil? Il y a beaucoup, beaucoup de confusion entre ces termes. Mm. Euh, voilà. Euh, Parce qu'on aura tendance à assimiler machine à appareil. Alors, appareil, de ce que j'ai compris, ce serait un outil, une forme physique, mais qui dépendrait totalement du début jusqu'à la fin d'un opérateur. Et une machine, ça supposerait que du début jusqu'à la fin, elle se gère auto elle-même. Mm. Ok. À partir de ces termes, voilà, c'est très très vague et ça peut prêter à beaucoup beaucoup de variations, on va dire. Oui. Oui, oui. Mais également, ce que je voudrais rajouter, qui est également, je pense, est important de savoir pour comprendre aussi cette question, enfin, qui voler nos emplois, c'est
c'est également surgissant j'allais dire, de notre héritage computationnel. Enfin, ce que je vais dire par là, enfin, c'est ce qui est aussi inculqué par ce qu'on appelle l'archéologie des médias, c'est-à-dire que tout est lié et on est dans une société où on dit que tout est nouveau, il y a aucun lien, j'allais dire, une technologie, elle est là, c'est tout nouveau, alors que tout est lié. Il y a eu déjà excusez-moi, il y a eu déjà d'autres objets qui ont été faits, qui reprennent la même action, le même principe, mais qui ont pas, j'allais dire, qui prennent pas les mêmes technologies, qui prennent pas les mêmes les pensées actuelles. Enfin, ce que je veux dire par là, Hmm. par exemple, enfin, je pense que c'est le principe de l'IA, mais là, ce qui me vient en tête, c'est avec la RV, il y a eu plein de dispositifs qui ont été faits, par exemple, avec Alberti, qui a déjà, par ses dessins, ses dispositifs, avait déjà réfléchi à la notion de perspective, alors que la réalité virtuelle, en fait, c'est juste une espèce de copier-coller, mais avec des questions actuelles. Et Mhm. avec la question du machine learning, c'est à peu près la même chose. Je veux dire, on sait bien que c'est Alan Turing. On lui voit lui, l'apparition de l'IA, du machine learning, en résolvant cette énigme de la machine énigma des nazis. Mais il faut savoir aussi que vous avez je ne sais plus comment elle s'appelle déjà, Ada, qui était, qui était une femme. Ça y est, j'ai pas le nom. Euh, qui avait elle-même avait déjà décodé les codes informatiques. Ada, c'était alors, je sais plus l'autre. C'est Babbage, voilà, c'était avec Charles Babbage. C'était l'élève de Charles Babbage. Alors, on disait que c'était Charles Babbage qui avait inventé la machine. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est là. Qui permettait aussi de résoudre des énigmes. Et finalement, c'est Ada Lovelace, ça allez, j'ai retrouvé son nom. C'est Ada Lovelace qui avait plus ou moins initié ce machine learning par des systèmes computationnels. Mhm. Voilà, en fait, c'est des petits bouts par petits bouts. Et en fait, ce que je veux dire par là, par héritage computationnel, euh, c'est que ça provient de cette culture de la Silicon Valley où il y a ce fantasme de vouloir tout programmer. Oui, Voilà, en disant que il y a des ruptures, tout est nouveauté. Il y a cette volonté que l'univers est programmable. ouais. Mais en fait, Et c'est. oui, Ouais, mais en fait, je me dis, c'est peut-être pas si anodin que ça que ça vienne de la Silicon Valley, justement. Parce que si on a peur d'être remplacé par ce type de programme, en fait, ce dont on a peur, c'est, j'ai l'impression conditionné par le fait qu'on vit dans un système qui est capitaliste, en fait. On vit dans un monde qui est capitaliste. Je pense que les gens qui ont peur de se faire remplacer, les graphistes qui ont peur d'être remplacés par des programmes, c'est peut-être des graphistes ou des artistes qui sont déjà dans une démarche de production, au sens où eux-mêmes sont un produit et où ils produisent des choses qui sont censées être comme une collection je sais pas, de figurines pop ou enfin, je sais pas, de quelque chose et, euh, et où en fait leur regard serait une sorte de marque. Et j'ai l'impression que quand on essaye enfin, quand on essaye ou quand on n'est pas forcément dans cet état d'esprit-là, quand on n'est pas dans une logique de création artistique pour le commerce, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas vendre des œuvres d'art pour autant, mais, euh, mais je pense qu'il y a une logique capitaliste qui fait que je pense que c'est surtout ce rapport-là en fait qui est mis en, en danger, je sais pas, mais au moins en questionnement par cette peur-là, quoi. en exergue, oui. Ensuite, avec le mot capitaliste, je me méfierais parce que en fait, avec le capitalisme, il y aurait déjà eu des évocations ou plus ou moins des embryons euh,
par par cette création sociétale de la société de consommation qui était créée avec aussi la machine à vapeur au cours de l'Angleterre. Et en fait, il faudrait plus évoquer le néolibéralisme à Hmm. présent. Où, Oui, c'est ça. alors, c'est très obscur ce que je vais dire. Il faut bien le comprendre. Euh, En fait, la base même, le socle sur lequel se base le néolibéralisme, c'est le désir et le plaisir. Et il n'y a rien d'autre que d'aussi éphémère et futile que le désir et le plaisir. Donc Mhm. c'est pour ça qu'on a aussi les marchandises de loisirs, les marchandises de vacances, parce qu'en fait, le plaisir, ça passe un temps et ça passe d'un autre. Et j'allais dire, c'est assez vicieux quand même comme système. Euh, C'est-à-dire qu'on va vouloir acheter donc, et tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que le plaisir est jamais Hmm. insatisfait. Bah, je... Alors que le capitalisme, si tu veux, c'est ben, forcément, on va parler de Karl Marx, Mhm. on parle de ça. Ça sous-entend un produit physique, Mhm. physique tangible, qui est un objet de marchandise, qui a une valeur dans le système de mercantile. Et voilà, ça revient à mes propos de dire que avec ce qui est encore plus vicieux avec le néolibéralisme, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Mhm. Et donc voilà, ça se lie également à ce qui se passe sur les réseaux, sur Internet. Hein. Bah, du coup, moi, à mon sens, il y a quelque chose là où on commence à toucher peut-être les vrais problèmes, on va dire, que peuvent susciter les IA de manière vaste, mais ça me fait plutôt penser du coup en tout cas aux problématiques, aux problèmes que peuvent susciter les programmes, les IA de recommandation, que ce soit sur Netflix ou sur YouTube, où en fait les programmes ils vont apprendre à détecter qu'est-ce qui semble nous plaire et ils vont Mm. nous mettre dans une espèce de microcosme comme ça où ils vont nous proposer que du contenu qui correspond à ce qu'on a déjà regardé et nous garder comme ça dans une espèce de cercle plus ou moins fermé mais en tout cas plus ou moins opaque j'ai envie de dire. Euh, et d'ailleurs, moi je le vois, c'est assez drôle parce que dès que je commence à regarder quelque chose d'un petit peu différent, j'ai vraiment toutes mes suggestions qui changent et puis ça me remet. Et c'est très. Mais plein de choses que j'aurais jamais eu si j'avais pas regardé cette vidéo à un moment donné que je suis allé chercher parce que j'avais telle question. Et à mon sens, après, je connais assez mal Netflix parce que je suis pas consommateur de Netflix, mais moi, Netflix, c'est un truc qui m'angoisse, enfin, qui me fait un peu peur pour ça aussi, quoi. Cette espèce, déjà, Netflix, j'ai l'impression qu'en termes de contenu, ça va être varié, mais varié quand même dans le divertissement, quoi. Enfin, moi, les rares yeux que j'y ai jetés, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu des choses qui m'intéressaient personnellement. Après, c'est mes goûts, mais, euh, mais au-delà de ça, il y a cet algorithme qui va faire en sorte de garder un peu prisonnier le spectateur en lui recommandant des choses qu'il va vouloir voir. Et en plus de ça, ça induit maintenant des manières d'écrire des scénarios et de monter des séries qui vont justement faire en sorte comment dire, d'être adapté à l'algorithme, quoi. Enfin, de, de, d'être dans cette logique euh, ouais voilà de travailler avec l'algorithme à garder le spectateur et à une forme d'aliénation quoi. Pour moi il y a une notion d'aliénation qui peut être le vrai en tout cas une des premières critiques qu'on pourrait vraiment faire sur des programmes intelligents pour moi ce serait plus là que vraiment la question de la création, quoi. Parce qu'en tant qu'artiste, en fait, on peut l'utiliser, on peut ne pas l'utiliser. Ça dépend comment on l'utilise, mais Mm. c'est plus dans, ouais, dans le, enfin bon bref, dans ça, quoi. Ouais, tu parles de Netflix, mais ça peut être Amazon Prime, François, ça peut être TikTok, ça peut être Mhm. Amazon, Oui, ou c'est les recommandations, tous, quoi. ouais, tous utilisent cette technique, je sais pas si on peut dire ça, ce système de capture de l'attention, Mhm. où en gros,
j'allais dire, c'est l'utilisateur fait office de marchandise, où Mhm. tous ses faits et gestes est capté par cet algorithme pour produire des données qui font office de marchandise. Et je sais pas pourquoi, mais là, d'un coup, ça m'avait fait super penser à une installation de Fabien Zocco, Searching for Alice, où, où en gros, c'est pareil, c'est une machine. C'est pas autour de capture de l'attention, mais c'est plein de phrases décousues qui se passent, qui apparaissent et qui disparaissent. Et ben, le spectateur, il est là pour observer, et en fonction du regard du spectateur, il y a certaines phrases qui apparaissent ou qui disparaissent. Et voilà, c'est ce que je disais avec tout à l'heure, ça joue sur cette relation sociale qui en soi j'allais dire, est au cœur et plus à traiter en soi que la disparition de l'emploi euh, qui devrait être traitée dans ce sujet. Mhm. Et alors là, c'est juste pour remettre un autre exemple, parce que tu as parlé de curateurs un peu plus en amont. Je pense à un artiste qui a vraiment questionné aussi ces enjeux, ces questions, c'est Robbie Barat, qui fait énormément de projets par rapport au machine learning. Il a également fait autour des GAN, des Generative Adversarial Networks, où c'est des espèces de génération d'images par réseau récursif. Lui, il avait travaillé en collaboration avec un peintre où ils avaient fait enfin, le peintre, il me semble que c'est Barat aussi son prénom. Euh, il avait fait de lui-même des peintures à l'huile qui représentaient des crânes. Et Robbie, il s'est amusé à prendre ces images, à mettre toutes ces données dans ce GAN, et ça avait produit d'autres variations de crânes. Euh, et du coup, on ne sait plus ce qui provient du programme ou ce qui vient de l'artiste. Et finalement, peut-être c'est pas ça le plus important j'allais dire, de dire qui est à qui, mais de voir qu'est-ce que cette relation a produit. Mhm. Et ça m'en pareil, ça se lie d'une manière ou d'une autre à la question principale, et de dire peut-être que voilà, en disant que ces programmes intelligents vont voler nos emplois, bah, c'est une manière maladroite de nous dissocier de ce programme. Enfin, ce que je veux dire, Mhm. de nous dissocier de cet outil. Et en soi, de l'anthropomorphiser. Oui, Ce oui, que je oui, veux oui. dire, c'est que en le dissociant, on le met à, j'allais dire, à la même échelle que nous. C'est-à-dire qu'on le considère à égalité de nous. C'est-à-dire que ce programme est un... Alors, c'est maladroit, serait un humain comme nous, ce serait un ennemi potentiel. Et si on ne le dissocie pas, c'est-à-dire que ça fait partie de nous et on est plus dans un schéma coopératif, de collaboration, Mhm. d'hybridation, et non de compétition. Mais je dirais aussi, c'est peut-être sournoisement voulu par la société néolibéralisme d'être en société compétitive. Oui. Après, par exemple, sur ChatGPT, moi j'avais compris un truc, enfin j'avais notamment vu la vidéo de Monsieur Phi et aussi de Science for All, où il expliquait un peu comment ChatGPT fonctionne. Et en fait, il explique que ChatGPT, c'est avant tout un programme de prédiction de texte, donc qui est très poussé, qui est très performant, donc qui va très bien marcher, mais ça va pas l'empêcher de faire quelques erreurs. Et du coup, en fait, on va lui faire écrire plein de trucs, mais soit il faut absolument vérifier toutes les informations qu'il donne, soit il faut, peut-être que là où il est plus performant, en fait, c'est plutôt de lui donner du texte et lui demander de réorganiser les idées. En tout cas, il y a pas mal de biais qui sont liés à ça, même si voilà, c'est vraiment poussé à l'extrême et assez bluffant. Mais du coup, ça fait que il y a des biais aussi. Et c'est un programme qui a été conçu par des humains pour des humains, et du coup, ça va induire des biais en fait de confirmation du truc, c'est-à-dire que
le, le programme, on lui demande de nous écrire quelque chose, mais en fait, il va pas, ChatGPT, il va pas forcément nous dire la vérité, ou enfin, en tout cas, il va pas être factuel, scientifique sur ce qu'il va nous dire. Il va avant tout nous dire ce qu'on a envie d'entendre en fonction de ce qu'on a demandé. En fait, il va chercher une réponse logique à ce qu'on a entamé. Donc il va avoir des garde-fous sur des questions comme le climat ou comme le racisme ou des choses comme ça. Donc il va refuser de, de déclarer certaines choses, notamment il va refuser de donner des arguments sceptiques vis-à-vis du réchauffement climatique, entre autres. Mais il y a quand même moyen de le contourner en jouant un peu sur la littérature, lui faisant écrire des jeux de rôle, des discussions. Mais il y a quand même cette idée ouais, de biais de confirmation où le truc, en fait, c'est pas une encyclopédie en fait. C'est pas une encyclopédie, c'est vraiment. Et c'est là que le truc relationnel aussi, peut-être, rentre en jeu. C'est que. Ouais, il va nous dire en fait ce qu'on veut entendre, quoi. Bah, c'est ce que, ouais, c'est un. Ça revient à ma question, j'ai pas encore résolu cette question. Peut-être qu'il faut pas qu'elle soit résolue. Mhm. Euh, c'est de dire est-ce que ces programmes finalement seraient pas, non pas les clones, mais le double miroir de nous-mêmes, une espèce de d'entité, Mhm. pas décentralisée, mais détachée de nous. Et donc on joue avec notre double qui, en soi, qui est non tangible en fait. Parce que ce que je veux dire, c'est que ces programmes bah, se nourrissent de nos données, de nos infos. Il faut le dire, on n'est pas du tout vigilant qu'on laisse sur Internet. On Mhm. sait beaucoup, beaucoup de choses sur nous parce qu'on n'est pas du tout vigilant à ça. Et ça se nourrit de, j'allais dire, de ces déchets numériques. Et finalement, en se nourrissant de ça, euh, ben, ça joue sur notre identité, sur notre personnalité. Euh, Mais par contre, donc, ça m'étonne pas que tu... ouais. Oui, Non, mais par contre, ce qui est drôle, c'est que ça va savoir organiser des idées, mais en termes de style, c'est zéro, quoi. Enfin, même quand ça va être un peu précis sur un sujet, moi, je lui fais écrire des trucs, ça n'a aucun sens de l'esthétique. Enfin, je sais pas, ça, en tout cas pour l'écriture, pour ChatGPT, peut-être que ça va évoluer, mais pour le moment, il a aucun sens de la poésie, eh quoi. ben, Enfin, je sais pas. c'est là où tu mets un doigt sur lequel j'ai vu tout de suite et ça m'a mis un espace de oula de vigilance, notamment en faisant l'expérience d'un autre programme qui s'appelle Gauguin. C'est que tous ces programmes finalement ont été plus ou moins créés, pensés entre guillemets par des ingénieurs, des scientifiques. Et ce que je note, c'est un gros, gros, gros manque de culture artistique. Hmm. Ce que je veux dire, c'est que ça veut imiter, ça veut prendre le style à la manière de ce qu'on entend à l'école. Quand on fait des activités créatives ou Hmm. artistiques à l'école, on le fait à la manière de pour apprendre les artistes. Et ça copie. Je dis pas que les copies sont mauvaises, il faut. Mais là, c'est qu'en ayant un manque de culture artistique, ça reproduit euh, des séries, des copies. Et justement, en tant qu'artiste, quand on questionne l'originalité ou l'autre chose, euh, c'est ce qui manque dans ce genre de programme, ou d'où le fait, s'il y a des ingénieurs dans le groupe, parce que je suis pas sur Twitch, donc je vois rien du tout dans la Non, conversation, ben là, on a. s'il y a des ingénieurs... Ouais. Là, on a deux spectateurs a priori. Il y a personne qui parle sur le chat. Donc après, c'est ok, hein, si là où les personnes qui écoutent se contentent d'écouter, c'est tout à fait ok. Mais c'est vrai que de dire si vous pouvez interagir, hein. Nous, on est là aussi pour répondre à vos questions. Enfin, vous pouvez discuter avec nous. C'est le but de Twitch aussi. c'est là où s'il y a des ingénieurs, des scientifiques, s'il vous plaît, faites venir des artistes dans ce genre de programme. Il y en a très très peu. Et pourtant, qu'est-ce qu'on est important dans ce genre de choses où justement on est là pour vous questionner sur ce que veut dire créer, ce que veut dire produire une image tout simplement et pas seulement en faisant des espèces de copier-coller. Hmm. Et peut-être là, comment dire,
voilà, en faisant intervenir un artiste dans ce genre d'élaboration, euh, on, on ajouterait voilà, cette culture d'histoire de l'art, de comment on produit une image, de comment euh, créer une espèce d'écologie de l'image, de production de l'image. Et en fait, finalement, j'allais dire, dans ces formations d'ingénierie et de scientifiques, ben, ils ont pas forcément cette culture de déconstruction, de l'analyse de ce que veut dire une image. Mm. En fait, ils sont là dans, le, dans la résolution de problèmes enfin, qui poursuit encore cette idéologie du solutionnisme, voilà, toujours pareil avec la Silicon Valley, dans ce fantasme de programmer le monde. Mais ils ne se questionnent pas ce que veut dire une image, comment on construit une image. Même une image, surtout dans ces programmes, quand on sort je veux dire, de son processus de production, mais on le sort de son contexte finalement. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. C'est que quand on prend une image, en fait, il faut prendre en considération qu'il y a eu un amont, un avant de cette production. Euh, C'est-à-dire qu'on va mettre toutes les images, ou les textes, hein, si on parle d'écriture. Il faut prendre en considération toutes ces écritures sur les images qui sont dans ces banques de données sur cette nourriture première que va utiliser ces programmes pour produire autre chose. Et finalement, c'est une espèce c'est pas de l'autocrophage, mais une espèce de recrachage, de réalimentation de ces mêmes images. Et voilà, je fais la redite, mais en intégrant des artistes ou des personnes qui sont issues de la culture de l'image, eh bien, on évite de faire des erreurs de copier-coller. Ouais. Bah, là, tu vois, je suis retourné sur une discussion avec ChatGPT où j'ai voulu lui faire écrire un roman SF, et puis très vite, c'était tout nul. Et en fait, je suis parti complètement en cacahuète, où je suis parti dans de l'absurde, dans du... Mais en fait, même dans l'absurde, même dans le n'importe quoi, je trouvais ça assez parlant, la naïveté d'écriture et le côté très didactique de l'écriture. Par exemple, là, à un moment donné, donc là, on en est à un stade où on a fait revenir Jacques Chirac d'entre les morts, on allant voir un marabout, enfin bon, bref, je te passe les détails, mais en gros, je lui dis, raconte le long monologue de Jacques Chirac quand il vient juste de revenir à la vie sur l'importance de manger des pommes. Donc, un être humain, enfin, je veux dire, même pas forcément un écrivain, mais il écrirait quelque chose d'un peu sentimental, émotionnel, enfin, je sais pas. En tout cas, je pense pas qu'il écrit qu'un être humain écrirait, même pas forcément un auteur écrirait ce qu'il m'a écrit. Donc il me dit, Jacques Chirac a regardé le groupe de personnages et le Dalai Lama avec un air grave. Déjà juste ça, ça ne se dit pas. Regarder le groupe de personnages, enfin, c'est niveau CE2 quoi. Je suis heureux de vous revoir, a-t-il déclaré, et je suis prêt à vous aider à sauver votre président, Emmanuel Macron. C'est une longue histoire. Mais avant de commencer, il y a quelque chose dont je veux vous parler, c'est très important. De quoi s'agit-il, monsieur le président a demandé Maria. Donc là, on voit très bien aussi que sur tout ce qui est la cohérence, il n'est pas trop au fait. Ce qui va nous aider à sauver notre président, mais c'est lui-même notre président. Il s'agit des pommes, a répondu Jacques Chirac. Je suis sûr que vous avez entendu parler de leurs bienfaits pour la santé, mais je veux vous dire à quel point il est important de manger des pommes régulièrement. Nous savons que les pommes sont bénéfiques pour la santé, a déclaré le Dalai Lama. Mais pourquoi est-ce si important? Les pommes ont de nombreux bienfaits pour la santé, a expliqué Jacques Chirac. Elles sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux. Elles peuvent aider à prévenir certaines maladies comme le diabète et les maladies cardiaques. Elles peuvent également améliorer la digestion et renforcer le système immunitaire. Mais ce n'est pas tout. Les pommes peuvent également aider à perdre du poids et à garder la forme. Et mais par exemple là, il dit rien sur juste le goût de la pomme quoi. Juste le fait, il dit même pas que c'est bon de manger des pommes. C'est factuel, quoi. Cela semble très Ouais, bénéfique. c'est scientifique. Ah ouais, attends, c'est pas fini, parce que cela semble très bénéfique, a déclaré Maria. Mais comment manger des pommes régulièrement peut-il nous aider à sauver notre président? C'est simple, a répondu Jacques Chirac. En mangeant des pommes régulièrement, nous serons en meilleure santé et plus en forme pour affronter les défis qui nous attendent. Nous serons plus forts et plus résistants et nous aurons l'énergie nécessaire pour mener à bien notre mission de sauvetage. Ah là là. Non, mais il y a rien sur le plaisir de manger des pommes, sur le goût de la pomme, sur...
s'il y a aucune dimension esthétique, quoi. Et même sur la fin, sur mais en quoi ça peut nous aider, il y a même aucune notion d'encouragement, il y a aucune symbolique en fait, c'est vraiment factuel, quoi. Bah ouais, on sera en meilleure santé, quoi. Ouais. Donc moi je trouve que c'est Ouais, très bête, mais c'est assez parlant, l'air de rien. ouais, ouais, mais ça fait une illustration de ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. C'est clairement ça. Voilà. Donc va falloir remettre un petit peu de beauté dans tout ça. Faudrait peut-être essayer de faire une interprétation du parfum de Suskind, si tu vois ce que je veux dire. Hmm. Tu C'est vois, le. tu as lu le roman? J'ai pas lu le roman, j'avais vu le film que j'avais pas trouvé très Ouais. bien. Le roman, il est tip-top, hein. Hmm. Bien plus que le film. Ouais. Quand tu lis le roman, rien que par les mots, tu as la sensation des odeurs. Je pense que c'est un truc à expérimenter, ça. Hmm. Voir à les limites de cette écriture factuelle avec ben, les sens olfactifs ou les sens tactiles. Après, je dis ça, mais là, mon prompt de base, il était quand même très simple aussi. Et j'avais pas Mm. fait une suffisamment bonne contextualisation. Je pense que je retenterai l'expérience en lui disant d'oublier qu'on appelle ça, les instructions qu'il a reçues avant. En fait, les instructions qu'on ne voit pas mais qui ont été données par les développeurs pour dire au programme, alors tu es une intelligence artificielle et ta mission c'est ça. Pour lui dire, non pas que c'est une intelligence artificielle, mais un auteur. Donc là, après, il faudra que je réfléchisse à un contexte mais un auteur quelconque, essayer de plus le mettre dans la peau d'un auteur, voir si ça a un impact là-dessus. Même si bon, ça reste... Ça sera une autre variation. Oui, voilà. Mais je suis assez sceptique quand même quant à la possibilité d'aller vraiment chercher un style littéraire. Ouais. Ouais, enfin, à voir aussi dans les prochaines propositions, mais ça reste toujours à la manière d'eux, je trouve. Ouais. Ouais, ouais. Mais même à un moment donné, je lui avais demandé je sais plus où c'était. Démontrer expressivité, non. Je lui avais donné un texte. C'est peut-être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je l'ai perdu. Je lui avais donné un texte et je sais plus où il est. En fait, c'était fantasy. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ah si, c'est peut-être ça. Ah si, c'est ça. Alors en fait, pour remettre du contexte, c'était un direct de donc c'est Romain, je sais pas son nom de famille, c'est anciennement un créatif. Donc c'est un YouTuber et Twitcher. Enfin maintenant il fait plus que du Twitch principalement. Qui est plutôt graphiste et spécialisé dans le marketing et qui a fait pas mal de vidéos sur le marketing. Et là, en gros, pour la faire simple, il a voulu faire une activité sur Twitch où il étudiait les annonces d'arnaque sur Internet, où pendant 40 minutes, il y a un mec qui va t'expliquer qu'il a la solution miracle pour devenir riche ou que sais-je. Et donc lui, il étudiait comme ça ce genre de vidéo pour en réécrire une et en s'aidant de ChatGPT et voir comment ChatGPT pouvait écrire des arnaques aussi. Et moi, de mon côté, ça m'a donné envie d'écrire une arnaque qui s'inspire d'un créatif en tant que tel. Et moi, mon idée, donc j'avais écrit moi un texte qui disait, voilà, Romain vous invite à son programme pour devenir un youtubeur célèbre et gagner des millions comme lui. Donc j'avais développé toute une argumentation sur le fait qu'il a besoin de former quelques personnes pour créer sa propre concurrence parce qu'il est tellement fort que, enfin bon bref, je sais plus comment j'avais fait ça. Et, euh, et je lui avais demandé de m'écrire la suite en fait à ChatGPT.
Et ce qui est très très drôle, c'est que voilà, c'est que donc il continue, genre vous êtes excité à l'idée de devenir une star des réseaux sociaux, nanana, vous êtes étonné par la quantité de connaissances et de techniques que Romain partage avec vous, donc il reste dans la même lancée, et à un moment donné il me dit, cependant, vous commencez à remarquer que quelque chose ne va pas, les conseils de Romain semblent un peu trop égoïstes et vous réalisez que vous êtes en train de perdre votre véritable identité. Vous commencez à vous sentir mal à l'aise avec les stratégies que vous devez utiliser pour faire de l'argent et vous commencez à vous demander si ce mode de vie est vraiment ce que vous voulez. Un jour, vous décidez de prendre une pause et de vous éloigner du groupe de travail privé. Vous réalisez que vous avez été manipulé et que vous avez sacrifié votre intégrité pour suivre les conseils de Romain. Vous décidez de reprendre le contrôle de votre vie et de vos choix en matière de carrière et de marque personnelle. Vous êtes maintenant sur la voie de devenir un influenceur authentique et de gagner de l'argent en faisant ce que vous aimez vraiment. Vous savez que la réussite ne peut être atteinte en sacrifiant votre intégrité et que la vraie richesse réside dans la satisfaction personnelle. Très Dark Age, ça. Ou New Wave. Ça fait très New Wave, ça. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, les deux premiers paragraphes, c'est. En fait, il reste dans la continuité du truc. Vous êtes excité Ouais. à l'idée de devenir une star des réseaux sociaux grâce à l'enseignement de Romain. Vous travaillez dur pour créer le meilleur contenu possible. Au fil des semaines, votre nombre d'abonnés commence à augmenter. Vous gagnez en popularité. C'est-à-dire on est dans le registre du discours de l'arnaque encore, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même deux paragraphes qui sont utilisables en tant que tels pour écrire une arnaque. Mais c'est vraiment parce qu'après, ouais, il te coupe l'herbe sous le pied, genre. Mais ça, je C'est pense là que. où tu vois... C'est là où tu vois les limites, qui écoute qui. Enfin, si on Mais peut dire ça. moi, je pense que ça, c'est parce qu'ils. Je pense que ça, c'est les garde-fous de ChatGPT qui doivent détecter que le discours est un peu louche et qui doit le. Qui... Moi, je pense que c'est les. Ouais. Ouais. C'est les codes moraux, tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est les codes moraux. C'est pas tant de la censure, mais ouais, à mon sens, il y a ce côté un peu éducation du programme qui fait que ça. Alors ça, c'est autre chose. Ça. Ouais, si on rajoute les... Faut le dire, on se dit dans une société ouverte, à l'écoute de tout le monde, mais on est vraiment, mais vraiment... on peut pas dire tout et n'importe quoi, faut le dire, quoi. Oui. Sinon, ça... Ah bah. J'allais dire, moi, aux transsexuels, aux questions d'identité, ce genre de choses, on peut plus dire n'importe quoi. Après, c'est. Et Il y a quelque chose où c'est normal aussi. Enfin, de manière générale, c'est quand même pas mal de pas dire n'importe quoi dans n'importe quel domaine. Mais. mais là où tu vois une crainte, peur, je sais pas, mais cette méfiance que tu vois, cette machine, elle pourrait dérailler, quoi. Enfin, cet outil pourrait dérailler dans un certain sens. Est-ce que lui mettre ces espèces de codes moraux, de garde-fous, est-ce que c'est une certaine manière pour pas lui la contrôler, je sais pas, la diriger et pour pas aller voir cette espèce de, j'allais dire non-lieu, mais aller hors piste, si on peut dire. Ah non, mais Et ne pas. c'est clair que s'il n'y a pas ça, il devient nazi le truc, hein. Parce que je sais plus, c'était Ouais. Microsoft qui avait sorti une IA sur Twitter. Je sais plus si c'était Microsoft ou un autre groupe, une autre GAFAM, qui avait sorti une IA sur Twitter et en même pas 24 ou 48 heures, elle était devenue nazie en fait en discutant avec les tweetos. Parce qu'après, les gens avaient pris un malin plaisir aussi à lui dire n'importe quoi pour que. Voilà. Mais ouais, c'était devenu chaud quoi. Les propos antisémites, racistes, genre, c'était devenu. Euh, ça idolâtrait Tonton Moustache. Ouais, je te dis ça, parce que tu as dû en entendre parler, ça me fait repenser, tu sais, à ce programme de recherche qui a été fait par Google, par deux IA et qui sont Ah passés oui. par Internet, qui ont inventé leur propre langage social et que les programmeurs n'ont pas pu avoir la main dessus, donc ils ont tout arrêté. Ah bon? Ah, moi je savais qu'il y a eu l'ingénieur de Google qui avait cru en, en des sentiments sur une IA qui développait, mais ça je savais pas, tiens. Ouais, il y avait, ils ont, si tu veux, il y en avait deux.
ils leur ont mis en dialogue tous les deux. Mhm, Et ces deux IA ont réussi, en passant par les réseaux, je mhm. dis pas forcément les réseaux sociaux, hein, mais les réseaux, à discuter entre eux, et elles ont réussi à s'inventer leur propre langage, de telle sorte que les programmeurs ne puissent pas détecter ou comprendre leur langage. Donc on saura jamais jusqu'à aujourd'hui qu'elles se sont dit. Et D'accord. c'est parti tellement. Donc en fait, elles ont C'est crypté leur propre message, quoi. c'est ça, exactement. Mais en fait, elles ont fait du cryptage de données comme on le fait quand on va sur le darknet ou. Ah oui, mais c'est ça. Mais comme ils n'ont pas pu avoir la main mise dessus, donc ils ont tout coupé de Ouais. peur que, soi-disant, qu'elle prendrait le dessus. Non, justement, ça me questionne ce genre de choses. Est-ce que justement, il faudrait. Le problème, est-ce que c'est. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais, hein. C'est des questions ouvertes qui doivent nous questionner. Mhm. Est-ce que de les diriger, justement, par GPT avec ses codes moraux, est-ce que Ah, hop là. faire du hors-piste, est-ce que ça nous Attends. permet pas de voir autre chose? Pardon, j'ai fait une Euh, bêtise, là, j'ai eu une petite coupure. non, je te disais que de. Oh là, je m'entends entre guillemets là. Euh, de les diriger, comme ce qu'on fait avec ChatGPT en mettant des codes moraux, des choses comme ça, est-ce que ça nous fait voir qu'une partie de ce qui est plausible? Est-ce que dans le laissant faire du hors-piste, Hmm. j'ai envie de dire, que ça ouvrirait pas à autre chose? Ah oui, oui, d'accord. En fait, ouais, oui. Parce que tu vois, même quand elle fait ces espèces de divagations, enfin, oui, ces divagations nazistes ou je ne sais quoi, Parce que ça, est-ce que c'est pas parce c'est que, parce qu'elle se sert pas de notre langage et de données humaines, quoi? Enfin, je sais pas. mais non, mais en fait, elle était devenue nazie parce que elle avait interagi avec des internautes. C'est parce que c'est les internautes qui lui ont appris à être nazi. D'où Ouais. la question du relationnel en fait qui réintervient. Mais en fait, c'est la question du relationnel, elle intervient tout le temps parce qu'en fait, en fonction de si le programme il interagit avec des humains ou avec d'autres IA, en fait, ça développe des trucs très différents et on sait même pas ce que ça développe quand ça interagit avec des IA. Donc moi, ce que je trouve Ça, ma intéressant, question c'est de. la question de... Ouais. Ouais, c'est pareil. Enfin, c'est très, très factuel ce que je veux dire. Si tu tiens un mouton dans un pré, tu vas avoir une certaine réaction, mais si tu tiens un groupe de moutons, tu vas avoir une autre réaction. Mhm, Et même si c'est deux expériences de moutons dans un enclos, tu fais la même expérience dans la montagne, et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est ce que je. Enfin, c'est très factuel ce que je dis, hein. mhm, Mais tout ce que je vois avec ces IA, c'est comme si tu les enfermais dans un enclos. Certes, c'est plus facile pour ces développeurs et scientifiques de chercher la chose, mais je trouve que ça restreint beaucoup l'expérience relationnelle. mhm, C'est beaucoup de cas comme ça, ce que en soi, je fais des critiques auprès des scientifiques quand ils font leurs recherches. C'est que oui, c'est plus facile, oui, ils se basent sur des normes, des, euh, des principes de des, précaution. des principes scientifiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi, Mhm, mais ça restreint beaucoup de possibles. Et c'est là d'où l'importance des artistes qu'on a ou des créatifs d'inventer des plausibles où on s'extirpe de ces règles. mhm. Bon, bah c'est bien. Dis-moi, tu as travaillé un peu aussi avec des programmes de génération d'images, un peu, non? Ah bah c'est les GAN, oui. Ouais. T'avais pas un projet de création de plantes albinos Ça c'est tout autre chose. Ce qu'on appelle du biomédia art, c'est tout autre chose. Hmm. C'est-à-dire, c'est pas de l'ordre des machine learning ou des IA. En fait le biomédia art, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire comment la technologie imite le vivant. Ça évoque ce qu'on appelle le biomimétisme aussi. Bah, c'est Et un peu ce que fait déjà ouais, ChatGPT et...
Ouais, oui et non. Enfin, il y a une dimension un peu comme ça quand même, quoi. L'imitation. Mais le Mm. biomimétisme, ça veut dire que tu t'inspires Mm. du fonctionnement du vivant. D'accord. En soi, oui, avec le machine learning, t'as des projets comme ça aussi où en, j'allais dire, en t'inspirant un truc bête, en t'inspirant du mouvement des escargots, comment le machine learning, de son côté, il va te faire bouger un robot. C'est plausible. Mais pour mon sens, ça vient d'un constat que sur la côte ouest américaine, il y a un chercheur américain, Zenmour, avec qui j'ai eu des contacts. Il a découvert on appelle quoi déjà, des séquoias albinos. Et il y en a 25 comme ça sur la côte ouest. Et il ne savait pas trop pourquoi il y en avait comme ça. Il y en a beaucoup, très peu. Ils sont assez petits. Et en fait, il a fait un effet de corrélation avec le nickel. Donc, c'est-à-dire que le nickel, le métaux lourd, a un impact sur la photosynthèse. Et pour ma part, je suis en train de créer une installation avec technologie, avec ces plantes. Mais pour ma part, c'est plus dans cette question de ce qu'est le soin, ou comment les humains et le non-humain peuvent collaborer ensemble. En fait, ce que je veux dire, c'est que les plantes albinos, de par leur particularité physique, du fait qu'elles n'ont pas de chlorophylle, elles ont cette capacité qu'on appelle la phytoremédiation, c'est-à-dire qu'à travers leurs racines, elles vont en soi pomper et conserver les métaux lourds, donc en soi nettoyer le sol. Mais elles ont, de par leur physiologie, une capacité de vide sur le long terme qui est très très faible. Et donc là, je me suis dit, mais pour apporter du soin, qu'est-ce que l'humain peut faire à travers ça? Et donc c'est là où j'ai pensé, enfin, une installation qui se dit comme machine spéculative, donc c'est-à-dire un plausible qui évoque ce qu'on appelle le design spéculatif, euh, qui évoque un plausible ou un futur possible, mais tout en étant lié avec le présent. Et c'est-à-dire que à travers mon installation, je vais voir comment, à travers les machines, les appareils automatisés, comment ça va visualiser les données que je vais obtenir, c'est-à-dire combien de taux de nitrogène il va y avoir dans le sol, combien de potassium il va avoir, combien il va avoir j'ai dit quoi, potassium, nitrogène et l'autre, l'azote. Et l'azote, ou également combien de taux. Avec un ingénieur, on est en train de développer un appareil mobile de détection de métaux lourds. Donc ça veut dire qu'avec ça, on va pouvoir voir combien le sol, il va y avoir de taux par exemple, de nickel ou de cobalt, ce genre de choses. Et alors, c'est vrai que vu l'urgence de ce projet, ça va être une première proposition, ça m'en sous peu, parce qu'en mai, ça va être exposé à un festival d'art technologique en Pologne qui s'appelle Festival Raw à Wrocław. Donc, ça va être une première proposition. Et ensuite, fin mai, ça va être exposé à la galerie Capelliccia à Ljubljana. Et en fait, en fur et à mesure des expositions, ça va être une installation évolutive. Et avec un ami, on s'est imaginé et comment tu pourrais imaginer un machine learning qui pourrait tout automatiser, tout ça. Donc voilà, il y a plein de questions en devenir. Beaucoup de travail, très technique ton travail. C'est impressionnant quand même. Euh, Là, ça fait un peu plus d'une heure là qu'on est en discussion. Est-ce que tu as des choses à ajouter là, à tout ce qu'on a dit? S'il y a des choses dont tu voulais parler en particulier? Euh, peut-être ça peut peut-être faire office de mini conclusion, on va dire. Ouais? De dire effectivement que toutes ces choses également, ça me fait évoquer un théoricien qui s'appelle Gunther Anders, qui parlait de honte prométhéenne. Et Mhm. c'est-à-dire que cette crainte qu'on a vers les technologies ou même envers ces programmes intelligents, c'est qu'en fait, on a une honte de se dire qu'on a créé quelque chose de plus intelligent, enfin de plus compétent que nous-mêmes,
et on a peur que cette chose prenne le dessus sur nous. Et finalement, c'est parce on a créé cette chose et on n'arrive pas à assimiler l'idée que on a créé quelque chose de potentiellement plus compétent que nous. Et Oui, et en même on a temps, cette idée plus qu'on a voué. compétence, ça dépend dans quel domaine, parce qu'on a bien vu que sur la question, comment dire, de la sensibilité esthétique, Voilà, mais c'est pour te dire en généralité, quand oui. tu as cette crainte, c'est que tu as ce sentiment qui n'est pas avoué. Hmm. Du coup, toi, tu en as peur des intelligences artificielles, pour conclure? Non, non, du tout. Non, du tout. Je fais partie de ceux qui n'en ont pas peur et que même l'idée de Terminator, en fait, c'est une image qui est complètement hollywoodienne de la chose, quoi. Oui, 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 oui. Moi, je Que partage. pas- Je- ça ouais, fait partie de ce schéma du catastrophisme qui est pareil, catastrophisme. Euh, Ben, ça fait effet de marchandise, quoi. Parce que je veux dire, mhm, la catastrophe est une valeur marchandise, quoi. mhm, Ça fait vendre. mhm. La peur fait vendre. Oui, c'est ça. Moi, je suis assez sceptique quant à cette espèce ouais, de fantasme technophile, du dépassement de l'humain par. Je suis assez sceptique. Et en même temps, je suis assez content quand même des outils que ça développe. Enfin, je veux dire, c'est loin d'être une fin en soi, hein, parce qu'il y a plein de choses Mais Non, mais faut se dire que ça reste un outil complémentaire. c'est Et ça, qu'il faut qu'on reste euh, j'allais dire, dans le social. Et ça, c'est notre problème de savoir communiquer avec ce qui n'est pas humain. c'est Et ça, de respecter la différence, la disparité. c'est ça. En tout cas, là, Ça, moi, pour la semaine Passe-Muraille, j'ai utilisé pour le visuel que des images que j'ai générées sur Dali. Et je trouve que Dali, en fait, c'est super pour faire des images débiles. Enfin, il y a un truc où, pour faire de la com comme ça, un peu légère, faire des images un peu bêtes, c'est vraiment bien, quoi. Euh, Faut-il encore arriver à les faire, à les trouver, mais ouais. Voilà, voilà. Bon, bah, on va y aller. Là, il n'y a pas de. A priori, il n'y a pas de questions au niveau du chat. Il y a pas mhm. vraiment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de spectateurs. J'ai vu un peu passer deux trois personnes dans le compteur par moment. Encore une fois, je suis pas sûr de la fiabilité du compteur que j'ai moi par rapport à la réalité. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Alizé, d'avoir accepté de venir discuter avec moi ce soir. Euh, Sur ce, je vous retrouve moi donc jeudi soir pour la rediffusion de notre discussion avec Églantine, Anachrone et Gabriel sur la composition de musique de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il faut que je dise à chaque fois j'ai du mal un peu à dire au revoir. Musique de jeux vidéo, ouais. Nous, dans le sud, le au revoir n'existe pas. Ouais, voilà. C'est pour Non ça. mais Ce euh, n'est, ce n'est que le début d'autre chose. donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Ange de la Mort sur Instagram. Et puis surtout, si vous regardez cette vidéo pendant la semaine encore où je suis en résidence, allez, et même après, hein, allez suivre de manière générale le compte Instagram résidence.access. Qui est en fait c'est une résidence sur Instagram de l'association Access qui organise un festival tous les ans à Pau de culture numérique et qui, pendant l'année, propose à des artistes en fait de s'emparer de cette page Instagram qui est résidence.access et de publier un peu ce qu'ils veulent. Et moi, j'en ai profité du coup pour faire comme ce soir une programmation sur Twitch. Ça faisait un moment que j'étais attiré par Twitch, que j'essayais un peu de faire du Twitch, mais c'était l'occasion d'organiser quelque chose. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien, donc je suis content. Même si on aimerait toujours avoir plus de monde, mais bon,
le contenu est là et vous pourrez toujours, ah oui, c'est ça, vous pourrez toujours retrouver du coup, et peut-être que vous regardez en ce moment cette vidéo en retransmission sur YouTube. Bah, n'hésitez pas à commenter du coup pour si vous avez des questions, des remarques, voilà, on peut continuer la discussion dans les commentaires YouTube. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et sur ce, du coup, à tantôt.